Bonjour à tous, je m'appelle Clément Payette et je vais vous parler du troisième épisode de la bande à Menu. La bande à Menu, qu'est-ce que c'est? C'est la bande à Jean-Christophe Menu. Ce sont 7 personnes, 7 auteurs de bande dessinée qui ont créé l'association. Donc on a parlé la dernière fois de Jean-Christophe Menu, Mac Ponture, Kilofer, Stanislas et Moquette. Mais aussi j'avais fait une vidéo déjà sur Lewis Trondheim et David B, donc on n'en a pas parlé la dernière fois. Et puis dans le deuxième épisode, je vous ai parlé de collection atypique de l'association. Pattes de mouche, alors cette collection, ce livre, c'est un livre Pattes de mouche qui se trouve ici en violet, ça c'est tout petit format. C'est un peu le format d'une feuille comme ça qu'on plierait. Donc un format très artisanal. Éprouvette qui était une collection de recherche surtout, une recherche critique, théorique sur la bande dessinée. Et aussi Éperleuette, c'était le premier format où est sorti par exemple moins d'un quart de seconde pour vivre. Aujourd'hui je vous parlais peut-être de la collection la plus emblématique de l'association. C'est bien sûr Ciboulette. Ici vous avez un exemplaire avec un personnage de Woodring. Mais surtout ce qui m'intéressait ici c'était le logo de Ciboulette. À chaque fois il y a une sorte de logo en rapport avec les collections. Ici on peut remarquer d'ailleurs un autocollant, puisque pendant un moment l'association avait l'idée de faire des codes barres autocollants que vous pouviez retirer pour éviter d'enlaidir en fait ces livres. Donc l'idée vraiment de Ciboulette comme de l'association, c'est un peu les premiers en France du moins qui ont popularisé le format, ce qu'on appelle aujourd'hui roman graphique. Vous voyez, normalement c'est un format un peu plus petit que les albums. Ici, je ne sais pas en haut, si vous voyez, vous avez un album, vous avez des albums, les fameux Astérix Obélix. Et le format dont je vais vous parler, c'est plutôt ce format-ci, dans Irène et les clochards par exemple, ou Poulet aux prunes, ici en espagnol. C'est un format plus petit, justement, qui ressemble plutôt à un roman. Voilà, c'est pour ça peut-être qu'on les appelle romans graphiques. Donc à l'origine, le roman graphique, qu'est-ce que c'est un roman graphique? Normalement, c'est plutôt quelque chose de autobiographique, en noir et blanc, voilà. Comme référence, on a par exemple le cheval blême. Ici, c'était David B, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais c'était un peu justement le début de l'œuvre de David B. Il racontait ses propres rêves. Et d'ailleurs, avec ce livre du cheval blême va découler le chef-d'œuvre de David B, qui va aussi continuer avec ses fameuses autobiographies en noir et blanc, du roman graphique, notamment la collection L'Association, aussi, qui avait inspiré aussi par exemple Marjane Satrapi pour son Persépolis. Le cheval blême, voilà, c'est ce qui a commencé un peu l'association du haut mal de David B. Là, c'est vraiment un exemple de roman graphique, peut-être le meilleur exemple le meilleur exemple qui existe peut-être, puisque s'appelle Lapino et les carottes de Patagonie, et c'est vraiment, là on s'en rend pas bien compte, mais c'est vraiment comme un roman, puisque c'est vraiment très épais, on dirait presque un dictionnaire. Et c'est très épais, c'est une histoire très épaisse. C'est les débuts au dessin plutôt de Lewis Trondheim, puisque on peut remarquer d'ailleurs dans les premières pages que Lewis Trondheim a un dessin très naïf, très enfantin, et il va l'améliorer tout au long de ce roman graphique qui s'appelle Lapino et les carottes de Patagonie. Il va utiliser ce qu'on appelle le gaufrier, c'est-à-dire certaines cases, à peu près, je pense que ça doit être 9 cases avec une taille qui ne va jamais changer du début à la fin. Et voilà, il va commencer à dessiner son histoire. Donc, comme disait d'ailleurs un des personnages qu'on a déjà vu, je crois, la fois passée, ce qui n'apporte pas dans la bande dessinée moderne, finalement, voilà, ce qui n'apporte pas dans la bande dessinée, voilà, selon peut-être les auteurs de bande dessinée moderne, c'est pas le dessin, c'est plutôt ce qu'il raconte. Et là, c'est vraiment un bon exemple, puisque le dessin, c'est pas le plus important de Lapino et les carottes de Patagonie, puisque le dessin est toujours dans une même case. Donc on fait pas la part belle au dessin, mais plutôt à l'histoire. Une histoire qui est très dense, justement, en parallèle à l'histoire dense d'un roman. Voilà les grands champions peut-être de la collection Ciboulette. Pourquoi grands champions aussi? Parce que ce sont les plus connus de l'association, ceux qui aussi sont la plupart des récipiendaires du festival, sont des grands prix du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Un des derniers d'ailleurs 2020, si je ne me trompe pas, c'est Emmanuel Guibert avec
La Gare d'Alan, hein, de ses premiers romans graphiques, on va dire. Ici, la particularité, donc, c'est une histoire. Alors là, c'est pas une autobiographie, mais plutôt la biographie hein, d'un soldat américain qui est venu en France donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Ici, donc, c'est un petit peu comme un journal hein, aussi, puisqu'on voit aussi un peu des. C'est numéroté. Mais surtout là, ce qui importe, et le style, on va dire, un petit peu de Emmanuel Guibert, on va dire au niveau du dessin, c'est assez plutôt très réaliste, puisque je pense qu'on, dans la plupart du temps, c'est plutôt des photos hein, qui ont été redessinées après. Donc c'est un petit peu la patte, la marque de fabrique d'Emmanuel Guibert. Et surtout ce côté historique, très réaliste aussi, c'est ce qui va, je pense, qui va séduire aussi un petit peu, ce qui aura séduit finalement en 2020 le jury hein, du Festival d'Angoulême pour lui donner ce grand prix. Hein. Ici, vous avez aussi une bande dessinée hein, d'Emmanuel Guibert qu'il a fait avec Johann Sfar. Donc voilà pourquoi le ton si autobiographique ici, par exemple, c'est aussi encore une fois une des œuvres d'Emmanuel Guibert. Là, il se représente en bonne compagnie, justement, avec, je crois qu'il était en train de lire une bande dessinée de Tintin. Donc là, effectivement, ça pourrait être presque un travail photographique. Et notamment s'il est scénariste aussi, reconnu pour un personnage peut-être que vous avez vu dans J'aime lire, hein, cette revue plutôt pour les enfants, hein, pour apprendre justement à lire, avec de la bande dessinée. Il est aussi le papa du personnage d'Ariol. Voilà, Ariol, c'est une sorte de petit âne voilà, qui se retrouve avec d'autres animaux justement à l'école. Donc c'est des histoires un peu plus enfantines, mais voilà, un peu pour montrer un petit peu la double casquette de Emmanuel Guibert, à la fois souvent comme auteur complet, mais aussi des fois seulement comme scénariste. Un de ses chefs-d'œuvre, sans doute, c'était le photographe en 3 parties. Encore une fois, c'est une histoire biographique, notamment de ce photographe, hein, ce reporter français qui est parti en Afghanistan. Alors, je crois il rejoignait Médecins sans frontières, et je crois que dans les derniers albums, il décide de voyager tout seul hein, en Afghanistan, en pleine guerre dans les années 80, contre l'Union soviétique. Donc encore une fois, toujours un travail, j'allais dire photographique, puisque justement il cède, j'imagine, il cède aussi beaucoup des photos de ce même photographe qui se présente au début de l'œuvre. Il y a d'ailleurs des photos en noir et blanc intégrées hein, dans la bande dessinée. Et en fait, tous les passages peut-être racontés et qui n'ont pas pu être pris en photo, ils vont être dessinés. C'est aussi ici un petit peu aussi l'idée novatrice dans cette bande dessinée. Voilà, on a l'impression dans ces montages, je sais pas, de croiser le commandant Massoud ou Ben Laden, non ça nous rappelle un petit peu des images d'actualité des années 2000, non pendant la guerre justement en Afghanistan. Voilà, alors de l'Afghanistan à l'Iran, il n'y a qu'un pas. Et la plus fameuse, la plus célèbre des autrices de l'association, je crois que c'est sans doute elle qui a vendu le plus d'albums. Voilà, c'est des petits formats, hein, c'est des formats comme ceci ou comme Poulet aux prunes. Persepolis, donc je crois qu'il est sorti en 4 volumes d'abord, et ensuite vous pouvez le trouver facilement dans une compilation hein, qui joint tous les volumes. C'est le fameux début de cette œuvre de Marjane Satrapi, donc justement qui a connu la révolution iranienne, et justement je pense le premier jour, apparemment dans les années 80, voilà, où elle a dû porter le foulard hein, pour la première fois, et apparemment ce n'était pas la joie. Et je crois qu'après, il y a une fameuse planche, je crois, où elle se montre avec ses camarades en train de jouer avec le foulard. Elle ne comprenait pas trop exactement à quoi servait ce foulard. Elle ne prenait pas trop d'importance à cet habit. Donc bien sûr, cette bande dessinée était très célèbre aussi, notamment, je crois notamment plus peut-être avec le film d'animation, qu'elle a fait avec un autre auteur de l'association, qui a aussi été édité à l'association, qui s'appelle Vincent Paronneau, mais il est plutôt connu dans le monde de la bande dessinée avec son surnom de Winchlus. Voilà, alors notamment dans ce film d'animation pour avoir un petit peu de passage en couleur, contrairement à la bande dessinée hein, qui est purement en noir et blanc. Donc c'est vraiment un petit peu comme dans l'exemple de Maus, hein, puisque je pense que c'est aussi des auteurs ou des autrices qui ont été inspirés par Maus et Art Spiegelman.
c'est toujours une autobiographie en noir et blanc dans la bande dessinée, mais dans l'animation, on peut se permettre de mettre un peu de couleur, et peut-être aussi un peu pour changer, pourquoi pas, un petit peu l'histoire de la bande dessinée, pas forcément faire un copier-coller. Ou alors peut-être ces personnages qui font des sortes de volutes, hein, ces personnages un peu de la répression, qui regardent, qui scrutent le personnage de Marjane Satrapi. Peut-être, pourquoi pas, ça serait peut-être la touche peut-être de Vincent Parano, de Winchlus, dans ce film d'animation. Il y a quelques moments aussi, des petits moments graphiques aussi qu'on pourrait peut-être associer plutôt à Winchlus. Donc ça a été les deux premiers films de Marjane Satrapi ont été co-réalisés aussi, avec Vincent Parano, notamment Poulet aux prunes. Une des autres BD, Marjane Satrapi ne travaille plus vraiment dans la bande dessinée, mais une des dernières bandes dessinées qu'elle a fait, notamment à l'association, c'est Broderie. Ça a été dédié aussi à l'association dans une autre collection, on en parlera sans doute plus tard. Et donc Broderie, c'est une manière un petit peu pour Marjane Satrapi de parler un petit peu des discussions qu'elle avait, alors tantôt avec sa mère ou avec sa grand-mère, hein, sur les hommes. Et vous verrez dans cette bande dessinée qu'elle ne se censure pas du tout, hein, et finalement ces femmes iraniennes pouvaient parler de tout ce qu'elles voulaient. Hein. Voici une autre bande dessinée, avec le même format de Ciboulette, édité à l'association. Aussi, encore une fois, en noir et blanc. Hein, c'est une histoire justement d'un autre personnage, je crois, de la famille de Marjane Satrapi, qui est adapté aussi au cinéma, hein, avec Vincent Parano. Notamment le film avec Vincent Parano, le deuxième Poulet aux prunes, hein, notamment je crois que je me rappelle qu'il y avait un peu des références aussi à Fellini, je crois, avec des femmes, avec des gros seins par exemple, pour les fantasmes de cet homme. Un autre récipiendaire maintenant du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, c'est Blutch. Blutch, on en avait déjà parlé aussi avec Fluide Glacial, hein, puisque c'est un des auteurs, hein, de la maison, hein, Fluide Glacial. Ici, toujours ce format ciboulette, ce format coloré, un peu de taille moyenne finalement, hein, ça va être entre l'album et le fameux Patte de mouche. Le petit Christian, c'est encore une fois, comme je vous dis, le roman graphique, c'est plutôt une autobiographie plutôt comique, hein, un petit peu sur l'enfance de Christian Blutch. Et notamment, cet enfant était très inspiré, vous pouvez voir, de Tintin, hein, puisqu'il s'imagine par exemple traversant le désert avec son fidèle Milou. Notamment Blutch qui s'est évertué souvent, d'ailleurs, il a tout un album, je crois, où il reprend ses planches favorites de la bande dessinée, et il en fait une sorte de relecture. C'est un auteur qui est souvent, hein, qui est systématiquement dans la relecture. Par exemple, il a fait beaucoup de bandes dessinées en relation au cinéma ou en relation des films, hein, finalement, il est en train de relire en les redessinant ou les revisiter. Pour ma part, justement, c'est édité par Fluide Glacial, je crois, un des titres les plus intéressants de Blutch, et Blutch, justement, il y a une similitude dans le nom, mais là, justement, peut-être une manière de Christian Blutch de chasser un peu ses démons. Il représente ce personnage de Blutch, voilà, c'est le grand personnage assez gros là, que vous voyez à droite sur le livre. Et justement, c'est une sorte d'auteur, pas forcément de bande dessinée, mais plutôt de caricature, on va dire. On va le situer à peu près entre deux guerres, et c'est une sorte de caricaturiste à succès, mais à la fois il est très prétentieux, il est raciste, enfin, c'est quelqu'un de très conservateur. Je pense un petit peu tout l'opposé finalement de Blutch avec un U. Et voilà, je pense que c'est une manière peut-être de Blutch de chasser peut-être ses démons, en tout cas de se défouler avec ce personnage grotesque, hein, de Blutch. Par exemple, il y a un épisode fameux où il se moque il rencontre souvent des personnages célèbres de son époque, célèbres justement dans la bande dessinée. Il rencontre, je crois, Georges Rémy, le papa de Tintin, et quand il demande à Georges Rémy comment va s'appeler son personnage, et quand il entend le prénom de son personnage, il se met à mourir de rire avec ses amis en pensant qu'il n'y aurait pas du tout
il n'aura pas du tout de succès avec ce personnage. Donc il s'est complètement trompé, bien sûr. Mais bon, tout cela est fictif. Mais en tout cas, finalement, ça en fait un personnage assez sympathique, même s'il est très grossier. Ce personnage de Blotch, voilà. Donc bien sûr, comme beaucoup de grands auteurs, de grandes autrices, plutôt des auteurs je crois, ont été invités dans le fameux donjon scénarisé par Johann Sfar et parfois aussi dessiné par Johann Sfar et Lewis Trondheim. Encore une fois, on a vu la dernière fois qu'ils avaient invité beaucoup de leurs camarades et finalement beaucoup des sept de l'association, des sept premiers qui ont créé cette association. Il les invite pour la plupart du temps dans le donjon Monster, d'ailleurs avec toujours des titres qui finissent en heure, mon fils, le tueur. Donc là, bien sûr, ils ont invité bien sûr Blutch, le talentueux Blutch, dans cette collection du donjon. Journal d'un album, donc voilà, toujours dans le format, j'ai gardé le format ciboulette, encore des récipiendaires du Festival international, du Grand Prix du Festival international d'Angoulême, mais cette fois c'est un récipiendaire double, en fait, ces auteurs, Dupuis et Berberian. Alors je sais plus bien qui est ici, c'est toujours de la autobiographie dessinée, même parfois un peu caricaturale ou fictive. Je sais plus lequel exactement est Charles Berberian et qui est Dupuis, mais en tout cas c'est l'un des deux. Il y en a un qui a une tête un peu plus, on pourrait un peu dire de l'intellectuel avec ses lunettes, et un autre un peu plus grand et costaud. Je crois que là on va voir la réponse. Voilà, Charles Berberian, c'est celui avec les lunettes. Il y a plutôt l'intellectuel, d'ailleurs le scénariste ici. Et Dupuis, c'est l'autre, le costaud. Alors ça sera plutôt ici, je pense, le dessinateur. Donc journal d'un album, justement, un journal peut-être d'un album en train de se faire. Donc ici c'est complètement autobiographique. Les deux dessinateurs parlent un petit peu d'eux et de leur métier dans finalement de ce roman graphique pur. Leur personnage le plus célèbre, d'abord, c'était Monsieur Jean. D'ailleurs, je crois qu'il a un peu le trait des deux auteurs. Deux auteurs d'ailleurs qui se sont, je crois, séparés maintenant, qui font des travaux de manière individuelle, même s'ils ont gagné, même s'ils avaient tout gagné finalement en étant ensemble. On va voir tout à l'heure d'autres couples un petit peu d'auteurs de bande dessinée. Un auteur plutôt jeune par rapport à tous ces mammouths de la bande dessinée, du roman graphique, on va dire, c'est Mathias Picard. Voilà, alors c'est un peu l'homme d'une seule œuvre, on va dire, à l'association de Janine. Alors c'est une œuvre très intéressante que je vous recommande, bien sûr, comme tout ce que je vais vous montrer aujourd'hui. En fait, voilà, c'est une rencontre. Encore une fois, on est dans l'autobiographie dessinée, on est dans le roman graphique. Mais là, l'auteur, finalement, va s'intéresser plutôt à Janine, qui est une sorte je peux le dire, d'une vieille prostituée, mais qui a un passé très improbable, et justement qui va être un peu la source de toute cette bande dessinée Janine. Elle va raconter, je crois qu'elle est née en Algérie, donc je crois qu'elle a vécu justement la guerre d'Algérie. Voilà, elle raconte un peu toute une vie qui a l'air un peu finalement très romancée, puisque je crois d'ailleurs Janine avait commencé un roman. Elle voulait commencer un roman de sa vie, mais finalement elle a eu finalement aussi la chance de rencontrer Mathieu Picard pour pouvoir raconter sa vie, une vie assez extraordinaire. Ensuite, Mathieu Picard qui a plutôt plusieurs fois a fait des histoires de Jim Curious, donc a travaillé finalement la 3D avec des voyages sous-marins dans un style plus enfantin. Donc on s'est un petit peu éloigné ici du roman graphique. Donc finalement l'association, vous allez voir plus tard que l'association est un peu une maison d'édition, on va dire, internationale, puisqu'il va découvrir justement des talents à l'autre bout du monde, par exemple comme Marjane Satrapi, mais aussi pourquoi pas éditer j'allais dire les romans graphiques, mais plutôt les œuvres underground américaines, comme voilà le personnage de Frank de Monsieur Woodring, et donc là je crois qu'on n'a même pas besoin de parler pour voir un petit peu le talent ou finalement l'importance un petit peu
de cet auteur complet, hein, qui est à la fois donc, dessinateur et scénariste. Et là, effectivement, c'est presque de la bande dessinée, je ne sais pas si on pourrait dire de la bande dessinée pure, parce que là c'est seulement du dessin. Et, et presque à l'équivalent d'un Robert Bresson au cinéma, là il raconte tout seulement avec les images, hein, de son petit personnage. Donc on est vraiment dans un monde. Alors le trait est très intéressant, il y a une sorte de effet d'ombrage assez intéressant qu'on pourrait mettre peut-être en parallèle à Moebius, hein, qui était reconnaissable aussi avec tous ces hachures qu'il faisait pour créer du relief. Et là c'est un peu la même chose pour Woodring, sauf que c'est vraiment, c'est même plus des hachures, là c'est une sorte de vague. Donc là c'est assez agréable à regarder, je pense. On est toujours un peu dans un univers forain, vous allez voir pourquoi. Et on est dans le surréalisme aussi, l'inquiétante étrangeté. Voilà, ce personnage qui se regarde dans le miroir, mais finalement, non, c'est pas lui. Donc, elle a peut-être inspiré de Alice au Pays des Merveilles. On est vraiment dans un monde très surréaliste, ou complètement fantaisiste, hein, puisque c'est des personnages finalement anthropomorphes. Donc voilà, il va libérer une sorte d'homme cochon. Finalement, un homme cochon qui peut être dégoûté aussi par des monstruosités de la nature. Hein. Finalement, c'est assez relatif. Qui est le monstre finalement? Voilà, notamment ici, il est horrifié finalement par ce que fait l'homme, hein, qui est en train de finalement mettre en esclavage un de ses congénères. Donc voilà, qu'est-ce qui est horrible finalement? Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal? C'est peu philosophique, ce monsieur Woodring. Voilà, alors il a commencé ce monsieur Woodring aussi comme scénariste, pour que vous puissiez voir que ce sont des auteurs complets à chaque fois à l'association. Et curieusement, pourquoi je disais que on est toujours dans un monde de foire. Ici, la monstrueuse parade, voilà, Freaks en anglais, ce fameux film des années 30 de Todd Browning, qui inspirait notamment beaucoup David Lynch, je crois. Dans ses premiers travaux, M. Woodring il a fait finalement un peu l'adaptation de ce film en bande dessinée, une sorte de relecture, avec un autre auteur, je pense pas très connu en Europe, ou pas du tout, c'est Solano Lopez, qui a notamment dessiné en grande partie un passage les plus connus de l'Eternauta en espagnol, qui est un classique de la bande dessinée science-fiction argentine, et un classique de la bande dessinée mondiale. Donc on peut reconnaître aussi beaucoup de ses dessins. Alors je ne sais pas si on peut associer, ici aussi on voit un jeu d'ombrage, de hachure un petit peu sur le personnage de l'homme, je sais pas, l'homme tronc, l'homme boudin on pourrait dire. Mais, je ne sais pas si sans doute ça a dû inspirer le jeune Woodridge à cette époque. Mais en tout cas, voilà, on est toujours dans le monde on est toujours dans la monstrueuse parade finalement, dans le monde de Monsieur Woodridge. Deux auteurs très contemporains finalement. Un autre couple d'auteurs finalement. Rupert et Mulot. Voilà, ici vous les avez. Irène, justement dans le même format, dans ce format. Ici c'est un format un peu copié, hein, de l'association, qui a été très copié finalement par la suite. Ce qui est un peu démoralisé d'ailleurs Monsieur Jean-Christophe Menu. Donc voilà, on est plutôt dans, on va dire, dans le non-sens british, je pense. Safari Monseigneur, toujours avec des titres en plus qui le rendent, pourquoi pas justement avec l'humour un peu, pourquoi pas surréaliste des Marx Brothers. On est toujours finalement dans le roman graphique, puisque ce sont eux-mêmes, hein, qui se représentent Rupert et Mulot. Alors bien sûr dans des situations improbables, je ne sais pas s'ils ont tué un cheval au pistolet, mais en tout cas ils aiment bien, hein, se mettre dans des situations, vraiment ici la bande dessinée sert, chez Rupert et Mulot, sert vraiment d'un exutoire pour pouvoir montrer des situations improbables, impossibles. C'est un petit peu ils se transforment souvent un petit peu comme des James Bond, pourquoi pas dans leur bande dessinée. En tout cas ici, on peut voir ici qu'ils utilisent beaucoup aussi, ils sont des chercheurs un petit peu de la grammaire de la bande dessinée. Ils utilisent beaucoup des petites cases pour mettre soit une situation un petit peu, une action un peu parallèle à l'action principale qui se passe à côté. Mais aussi ils ont bien compris la grammaire de la bande dessinée, puisqu'il est possible de faire un dialogue question-réponse aussi, avec les bulles notamment, comme ils le font très bien aussi plusieurs fois, hein, dans leur œuvre, à droite.
Voilà pourquoi j'ai parlé des Marx Brothers. Hein. C'est pas monnaie de singe, la panier de singe. Les clochards que vous avez ici, donc c'est voilà, une sorte de personnage. D'ailleurs, qu'ils vont reprendre à plusieurs reprises. Ils vont avoir une manière assez simple de représenter des personnages, des êtres humains. Seulement, alors la face, en faisant seulement, bien sûr, le célèbre ovale de la figure, mais aussi seulement, alors je ne sais pas si c'est un nez ou une bouche, j'ai l'impression plutôt que c'est un nez, ça pourrait être aussi des yeux énervés, mais voilà, seulement avec un V, finalement ça donne un petit côté, ça humanise un petit peu ce personnage, ça le simplifie, et de manière qu'on puisse le lire en fait comme un personnage. Et voilà, ils vont répéter un peu cette, on va dire cette idée graphique avec d'autres personnages. Une de leurs œuvres phares, d'ailleurs, vous allez retrouver, pour la plupart, beaucoup d'auteurs de l'association. Alors, je sais pas, par exemple, François Hérol, Charles Berberian, Émile Bravo. Hein. Alors, Émile Bravo, pas forcément été édité par l'association, mais en tout cas, c'est lui qui a dit notamment La Génération des Johann Sfar que dans la bande dessinée, ce qui importait, c'était pas le dessin, c'était plutôt l'histoire. Et c'est vraiment un peu l'idée de la modernité dans la bande dessinée. Vous avez Florence Sestac, on en reparlera. Guy Delisle, on en a déjà parlé. Voilà, vous avez beaucoup d'auteurs, Kilofer notamment, Lewis Trondheim, beaucoup d'auteurs dont on a parlé, dont on va reparler, qui sont rentrés tous avec leurs personnages. Alors souvent, ça doit être un personnage, justement, on est dans le roman graphique, un personnage autobiographique, qui rentre dans la maison close. Donc cette maison close, je pense que la porte, elle doit être dessinée par Rupert et Mulot. Mais en tout cas, l'idée, voilà, même si c'est Rupert et Mulot à l'entrée de la maison close, les clients ou les clientes, et je pense que les professionnels de cette maison close aussi, sont tous dessinés par des auteurs de bande dessinée. Je crois que là, par exemple, il salue Monsieur Boulet. On pourra reconnaître très bien Florence Sestac. Alors là, ici, je crois que c'est dessiné en prostituée, un peu à l'ancienne, et voilà, qui parle à ces deux garçons, Rupert et Mulot. C'est une œuvre, même si la thématique paraît un petit peu scabreuse, en tout cas, c'est vraiment un puits d'humour. Hein. Je crois que c'est une œuvre vraiment géniale, complètement différente. Je ne sais pas si iconoclaste, mais en tout cas qui est très très original. Ici, je crois, des moments les plus sympathiques ou les plus improbables. Le personnage de Kilofer, un peu dans un mode un peu, alors je sais pas si vagabond, alcoolique, homme des cavernes, en train de s'énerver, s'acharner contre un personnage. Alors je sais plus exactement qui est l'autrice derrière ce petit personnage enfantin, mais il est en train de lui dire non, tu vois pas, t'as pas de chat, t'es un personnage, un dessin jeunesse. Voilà, c'est vraiment improbable. C'est très borderline, mais c'est très sympa. Voilà, une sorte de scène improbable qui se trouve dans cette maison close. Un monument de la bande dessinée. Une autre grande autrice, et justement, qui va faire quelques travaux, justement, pendant qu'on y est un peu érotique, qui va justement éditer une petite bande dessinée aussi érotique. C'est à la fois une autrice de bande dessinée, de romans graphiques, qui a un travail aussi, bien sûr, autobiographique, finalement. C'est Nina Antico, qui est aussi cinéaste. Et je pense, par son talent, notamment là, ici, je vais vous montrer malheureusement qu'une planche, même si c'est un dessin qui a l'air un petit peu... on a l'impression aussi que c'est un petit peu du Guibert, on a l'impression que c'est un peu des photos refaites au crayon. On a l'impression que c'est pas encore très maîtrisé, enfin c'est pas le style le plus réaliste qui soit. Il y a un style un petit peu amateur, je sais pas, par exemple on voit dans les mains là, tout n'est pas bien dessiné selon les critères un petit peu classiques. Mais en tout cas, là ça fonctionne très bien puisque l'histoire souvent est très intense et souvent... on pourrait la comparer un petit peu à une Sofia Coppola, enfin plutôt Sofia Coppola de l'époque de Virgin Suicide, de cette histoire de jeunes filles, voilà, de jeunes filles qui rêvent aux garçons ou qui se font je sais pas s'ils se font des films. En tout cas ici, c'est intéressant. Alors elles ont récupéré une sorte de journal où on leur propose d'embrasser leur Beatles favoris. Donc je trouve ça assez génial. Ces petites histoires, voilà. Alors je sais pas si c'est des histoires romantiques, mais en tout cas c'est très touchant. Et voilà, chaque fille va choisir un de leurs Beatles favoris pour embrasser sur la bouche, sur ce format papier. Je trouve ça c'est très fort. Ça pourrait être anecdotique, mais je trouve justement c'est une scène
finalement très forte, comme d'avoir justement de pouvoir reprendre comme ça des petits détails, des petites madeleines comme ça de la vie. Voilà d'autres albums de Nina Antico. Alors je ne sais pas si c'est dans cet album. Elle se représente souvent. Alors je ne sais pas si elle se représente telle qu'elle, mais en tout cas j'imagine qu'elle s'inspire beaucoup de sa propre vie, parce que c'est toujours des histoires d'une bande de filles qui essayent de draguer leur vie amoureuse. Et il y a un moment assez sympa où elles voyagent aux États-Unis, je crois, et elles essayent de draguer des garçons. Et malheureusement elles tombent sur des Français comme eux. Et là on voit justement dans une petite bulle. Alors vous savez les bulles avec des nuages, hein, parce que la bulle normalement c'est pour parler, mais si ce sont des petits nuages, c'est pour les penser. Et donc elle rencontre des Français aux États-Unis, et donc on imagine que comme ce sont des Françaises, elle préfère plutôt les exotiques, les Américains. Et comme elle se rend compte qu'elle rencontre des Français, dans leur petite bulle, elles disent « Oh merde !» Donc voilà, c'était un petit détail, un petit moment rigolo. Donc toujours des passages toujours très, très comiques. Leurs histoires d'amour, leur vie sexuelle, très ouvertes. Je trouve que c'est très, très vrai, très frais. Voilà, je vous ai montré aussi ceci, puisque Tonight, voilà, un peu écrit à la française, on va dire, c'était aussi adapté apparemment en court-métrage. Voilà, la bande dessinée Q, la bande dessinée érotique I Love Alice de Nina Antico. Alors je ne sais pas si c'est un rapport avec Alice au Pays des Merveilles, puisqu'on voit un petit lapin. En tout cas, il y a l'idée de trou dans cette histoire. Nina Antico aussi, pardon, qui va adapter au cinéma sa fameuse playlist. Alors c'est pas l'adaptation d'une de ses bandes dessinées, mais on retrouve son style. C'est-à-dire que c'est un film en noir et blanc. Alors je pense qu'on l'orne aussi un petit peu du côté de la nouvelle vague. Et voilà, c'est un film focalisé sur ces actrices, surtout sur ces personnages, et aussi très intéressant. Donc on est toujours aussi dans les petites histoires amoureuses, les petites histoires de cul, la vie un petit peu parisienne difficile, la vie un peu de bohème. Donc je vous le conseille, d'ailleurs je pense le programmer très bientôt. Pour terminer cette collection, toujours au même format, il a été créé quelque chose de très intéressant qui a duré quelques années. C'est une revue, un journal plutôt, alors d'abord peut-être revue, ensuite journal. C'est Lapin, alors pas rhinocéros mais Lapin, qui a un peu sous forme de journal, ou un peu plutôt sous la forme qu'on pourrait appeler plutôt un fanzine. Éditer le maximum de planches, que ce soit des 7 premiers de l'association, mais aussi de tous les auteurs qu'on a vus, qu'on va voir, et de bien d'autres aussi, de les éditer un peu de manière récurrente dans des journaux. Ensuite, si possible, l'association a édité ces auteurs. Lapin est devenu ensuite Mon Lapin aussi sur quelques temps, un peu avec la même idée, sauf ici par exemple, il y avait des rédacteurs différents. Ici par exemple, Étienne Lécroix, on va en parler bientôt. On va en parler dans la prochaine vidéo, notamment sur Loubapo. Donc là, on reste un peu dans le même format. Et finalement, on va totalement dans le journal, puisque c'est devenu Mon Lapin quotidien. Et ici, tenue du main de fer par Kilofer et Monsieur Duhoux, je crois. Voilà, et on peut reconnaître aussi toute une calligraphie, je ne sais pas si on peut appeler ça, mais toute une graphie, tout un lettrage assez intéressant. Un petit peu, je sais pas si on dirait le lettrage du monde. Voilà, on est vraiment dans l'esthétique du journal finalement. Peut-être plus que peut-être l'esthétique de ce journal compte plus que les informations qu'il y a à l'intérieur. Qui sait. Voilà, c'est la proposition en fait. On va dire, c'est un peu tout l'héritage de la collection Ciboulette qui s'arrête ici. Donc comme je vous étais en train de dire avec Monsieur Lécroix, on passera la prochaine fois, justement, je vais vous parler, j'espère, de Loubapo, ouvrir de potentialités de la bande dessinée, ouvrir des possibilités de la bande dessinée. Voilà, à très bientôt.